Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Nicolas Devic, entrepreneur, coach, conférencier, auteur et fondateur d'Entreprendre ma vie. Beaucoup de casquettes, ça en fait des casquettes. Hein, et en tout cas, on va pouvoir en discuter. Bienvenue à toi. Merci pour ta présence. Merci à toi pour cette invitation et puis heureux de pouvoir partager devant tous ceux qui nous écoutent. Cool. Ça va être un bel échange. En tout cas, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, ce que tu partages. J'ai pu, d'ailleurs, pour l'anecdote, pour les personnes qui nous écoutent, un petit peu de synchronicité là. Au moment où j'ai fait l'interview avec Edith Lassia, le jour même, j'ai reçu le livre, le dernier livre que tu avais sorti de Édition Alicio qui me l'avait envoyé. Donc, et Edith Lassia m'a dit, bah, écoute, tu pourrais bien inviter mon ami Nicolas à la fin du podcast. Donc, c'était vraiment, je me suis dit, oh, le jour même, je reçois son livre. En avant-première et le jour même, Edith Lassia me dit d'aller inviter Nicolas. Donc C'est vrai que voilà, c'est assez marrant. Parfois l'univers nous envoie des petits messages comme ça sympas. Il faut pouvoir les écouter et suivre son flow, c'est cool. ouais, Mm. exactement. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc assez sympa et assez marrante. Nicolas, est-ce que je peux te demander de te présenter pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore ta personne et ce que tu fais aujourd'hui avec ton activité? Oui, avec grand plaisir. Donc moi je travaille depuis 9 ans maintenant dans mon entreprise qui s'appelle Mindstep, qu'on a créé avec ma chérie Sandrine. Donc il y a 9 ans, avec une intention au départ qui était de créer des expériences qui transforment de manière assez générale, parce qu'on avait nous-mêmes vécu une transition à l'époque du salariat vers l'entrepreneuriat. Sandrine avait traversé un burn-out, elle travaillait comme psychologue dans un hôpital lié au cancer. Elle Hmm. était un peu arrivée au bout de son énergie dans cet univers-là. Moi, de mon côté, je travaille comme ingénieur dans des boîtes pharmaceutiques, dans tout ce qui est amélioration de process industriels. Et je me suis assez vite essoufflé du monde du salariat, de devoir demander des congés, de Hmm. devoir me justifier sans cesse, et puis surtout de me sentir bloqué, freiné dans ma carrière par les décisions d'autres personnes, quoi, des managers qui disaient ce qui était bon pour moi, alors que moi, je voulais d'autres choses et j'étais pas entendu dans mes envies. Donc en même temps, elle s'est cramée, elle est en burn-out. Moi, j'ai posé ma démission vraiment de manière un peu dingue à l'époque parce que voilà, Sandrine est en arrêt de travail. Moi, je me suis dit bon, bah, on va créer une entreprise. Alors, je quitte mon boulot, mais on avait 2 petits enfants à la maison, un appart à payer, donc c'était un petit peu une période à la fois d'excitation, de joie, de libération et en même temps de crainte en disant mais comment est-ce qu'on va faire quoi, parce que c'est bien Hmm. joli de créer une boîte mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans quoi. Donc et donc tout ça pour dire que à l'époque je me suis beaucoup formé à plein de choses en même temps. Je me suis trouvé une passion pour la psychologie et la PNL, d'abord avec une intention de travailler sur l'influence, l'impact, la communication, parce que je savais que c'était un truc qui me plaisait. Donc j'ai fait de la PNL dans ce sens-là. Et pour ceux qui connaissent la PNL, je sais pas si toi tu connais ça, Ludovic, mais Ouais. on travaille beaucoup sur soi hein, quand on fait ce genre de formation, parce que Hmm. faut trouver des sujets pour tester les pratiques, et donc on creuse, et je me suis dit, waouh, je pensais que j'étais, que j'avais pas beaucoup de dossiers personnels à travailler. Il y a plein de trucs qui sont remontés à la surface, et j'ai touché à une forme de compréhension de ma sensibilité, de mes angoisses aussi, parce que je suis quelqu'un d'assez angoissé. Et là, j'ai vraiment mis des mots sur ma personnalité, sur pourquoi je suis dans la peur, etc. Et donc j'ai commencé à travailler le développement personnel à travers la PNL, quoi.
Hmm. Et puis de fil en aiguille, Sandrine a fait une formation en coaching, moi j'ai fait de la formation en PNL. Et puis on a commencé à accompagner des gens, d'abord un petit peu par amusement, en se disant tiens, voilà, on pourrait appliquer ce qu'on apprend, etc. Bon, Sandrine est psychologue, donc elle faisait Ok. des consultations. Moi, je jouais un peu à l'apprenti coach à l'époque. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué à me former au coaching, au business, au marketing. Et aujourd'hui, on accompagne des entrepreneurs qui sont dans une démarche de créer des communautés et de les monétiser. Donc, ça touche à la visibilité, à l'énergie qu'on dégage sur le web et les modèles de monétisation. Donc, vente en ligne, mais aussi comment créer des memberships pour des communautés, créer des séminaires. Voilà, puis on a écrit un livre, Sandrine et moi, sur un voyage qu'on a fait en famille il y a 3 ans maintenant. On a voyagé à Bali, en Inde, essentiellement. Enfin, on a fait d'autres pays, mais on est resté longtemps en Thaïlande, Bali et Inde pendant un an. Et voilà, on a écrit aussi un livre qui s'appelle Comment j'ai viré mon patron, qui illustre ce processus de libération, de sortir d'un modèle pour aller dans un espace de liberté, mais qui vient avec tout son lot de complications et de stress aussi, quoi, parce que c'est pas tout rose d'être entrepreneur, c'est un vrai chemin de vie, quoi. Donc voilà, j'ai écrit là-dessus et je suis assez fier de la transformation que ça peut apporter aux gens. Et ce qu'on fait dans nos séminaires et dans nos accompagnements, c'est d'accompagner beaucoup le mindset. Voilà, on Hmm. fait beaucoup de psycho en fait, mais Ouais. entrepreneurial. Voilà. Ok, excellent. C'est un très beau parcours très riche. Donc déjà, félicitations pour tout ce que tu as accompli. Moi, j'ai pu lire du coup ton livre et j'ai adoré. Je l'ai pas lu d'une traite, mais j'ai adoré. Il y a on voit effectivement les rebondissements que tu as pu vivre, les étapes que tu as pu traverser. J'ai encore en tête la Audi. Euh, ça m'a marqué ça. Le vol de la voiture, ouais, ça marque beaucoup les gens parce qu'il y a une grosse injustice qui se joue à cet endroit-là et tout le monde à un moment à goûter à ce sentiment horrible qui est l'injustice de dire voilà j'ai été floué, je me suis fait avoir et ça vient avec de la honte, ça vient avec du regret, avec beaucoup de gestion mentale aussi donc ouais. Ouais, non mais c'est un beau partage en toute vulnérabilité. Donc c'est très bien de l'avoir partagé. J'ai déjà eu le cas, pas pour une voiture, mais ça, j'ai déjà eu le cas. Ouais, voilà. Un peu les mêmes pratiques. Je me suis dit, ah, mince, si Et oui, j'avais lu ton parfois on se livre plus parle. tôt. Mais c'est important de se rappeler parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, du développement personnel, on part souvent du postulat que la vie est belle, qu'il y a de la bienveillance, qu'il faut être le cœur ouvert, qu'il faut parler avec authenticité, vulnérabilité. Mais il y a aussi le dark side du monde, il y a de l'arnaque, il y a des vols, il y a Ouais, des meurtres, il y a beaucoup d'ombre aussi sur la terre. Et cette ombre, on la porte en nous aussi. Donc c'est important d'être en conscience de comment est-ce que ça me fait miroir et comment est-ce que ces épreuves de vie nous font travailler pour être bien alignés et se protéger aussi de la force noire, quoi. Il faut aussi, moi, j'arrête maintenant de dire que je veux être authentique avec tout le monde. Il y a une époque où j'avais l'impression que je devais raconter ma vie à tout le monde. Maintenant, j'essaye d'être plus prudent. Ma vulnérabilité, mon authenticité, oui, mais pas pour tout le monde. Donc, je ouais, choisis à qui je l'adresse, ouais. ouais, t'as entièrement raison. C'est un bon point que tu soulignes. Euh, Justement, t'as parlé un petit peu de ton voyage à l'étranger avec ta famille. Je sais que t'es parti du coup, t'avais tes enfants déjà. Enfin, c'était pas sans rien, sans bagage. T'étais parti à l'improviste, donc ça a dû être assez challengeant, pardon. Et je voulais te demander un petit peu comment t'as géré d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue peut-être stress aussi, parce que je sais que ton business, il tournait pas forcément à plein régime comme ça peut être le cas aujourd'hui ou pas. Mais je sais que bah ça a peut-être eu été très challengeant et je voulais savoir un petit peu comment t'as géré ça. Ouais, ok, écoute, la première chose, c'est juste de ramener à l'intention de ce voyage. Je me rappelle, je faisais un spinning, tu vois, du cycling là, en salle avec la musique à Ouais, fond. Je sais pas si t'as déjà fait ça, mais ça met ouais, dans un état de transe assez intéressant, quoi. Donc j'étais vraiment à fond dans mon truc avec de la bonne musique. Et j'ai eu ce flash de me dire, en fait, si on fait un business en ligne, si on a quitté notre job et tout ça, c'est pour vivre un truc incroyable. C'est pas juste pour se poser dans un bureau et juste dire, ah, voilà, je suis indépendant, ok, j'ai envie de vivre une vie de dingue, quoi. Et je hmm, suis revenu à la maison en disant à Sandrine, je voudrais qu'on fasse un grand voyage et qu'on fasse un tour du monde en famille. Et tout de suite, ça lui a mis des étoiles dans les yeux. Bon, il y avait plein d'implications parce qu'elle avait un cabinet avec de la patientèle, etc. Moi, j'avais des clients encore en consulting qui rapportaient quand même suffisamment d'argent pour bien vivre. Donc, ça allait être une vraie phase de juste passer en mode business en ligne only et voyager, quoi. ouais. L'école des enfants, qu'est-ce qu'on fait de l'appart. Enfin, il y a plein de questions.
Bah ouais. Mais on se dit, OK, on veut faire ça et on le fera dans un an. Et donc, on s'est donné une année où on était censé préparer. Mais en fait, moi, je me suis un peu hacké parce que je suis un perfectionniste et un ingénieur, donc j'aime bien planifier et tout ça. Et il y avait trop de paramètres pour moi. Donc Ouais. ça m'a mis en stress. En fait, je me suis dit, ben, si je dois contrôler tous les paramètres, on partira jamais. Tu vois. Ouais, je vois. Ça me parle bien. C'était trop compliqué, quoi. C'était trop compliqué. Sandrine, elle, ça allait. Elle dit, ben non, il y a pas de problème, on fait ça, machin. Mais moi, j'étais, ah, putain, il y a trop de trucs à gérer. Donc, ce qu'on a fait, c'est, j'ai voulu hacker un peu ma propre psychologie en disant, ben, on va acheter des billets d'avion et on va réserver un hôtel à Bali, voilà, pour 4 nuits. Ouais. Et ça, j'avais, quoi. Donc, on avait dépensé, je sais pas, 3000 balles de billets d'avion, plus un Airbnb, machin. Pour dans 9 mois, quoi. C'était genre, je dis, OK, bon, on a ça. Et donc, après, en rétro-planning, ben, il y avait des trucs à faire. Et puis, tout s'est accéléré parce qu'effectivement, il fallait faire tourner le business, l'école des enfants, et machin. On a réussi à faire les choses. Mais sur la fin, je me suis un peu overstressé en disant, bon, il faut faire rentrer de l'argent. OK, on fait un Hmm. lancement qui a bien marché, mais j'ai été un peu à la rame, quoi. Tu vois, j'étais trop en mode vendeur et du coup, les gens, ils ont un peu pris peur. Tu vois, dis, putain, celui-là, il a vraiment faim, quoi. Et donc, ça a vendu, mais pas aussi bien que d'habitude. Et puis après, du coup, il y a eu une insatisfaction un peu client parce que moi, j'étais tellement occupé avec le voyage que j'ai pas réussi à délivrer tout ce Ouais, que bah j'avais promis dans le temps. Donc, un peu d'insatisfaction. Et le vol de la voiture qui est venu, pour moi, c'était un déclencheur parce que j'étais déjà dans la peur du manque, manquer d'argent, manquer de temps, manquer d'énergie pour notre voyage. Je m'étais aussi fait une illusion d'un voyage avec un vlog, avec un caméraman qui nous suit partout, avec un monteur à distance. Enfin, tu vois, je m'étais fait vraiment le modèle ouais. incroyable. Et mon château de cartes s'est un peu écroulé sur la fin en mode putain, en fait là on part, mais il y a rien qui est prêt. Je vais revendre ma voiture, j'avais 5 jours pour la vendre, je me suis fait arnaquer. Donc le gars m'a fait un faux paiement qui est jamais arrivé sur mon compte. Bref, ça a mis un mois que je me rende compte que j'ai vraiment été, enfin que je me suis fait avoir quoi, parce que pendant un mois le gars me disait oui oui l'argent arrive, l'argent arrive, mais j'ai jamais vu cet argent. Et Ouais. donc ça a activé beaucoup de Tu peur. t'accroches. Ouais. Je me suis accroché, j'étais très préoccupé par cette bagnole pendant un mois. En fait, toutes les nuits je me réveillais pour appeler le gars parce qu'il y avait un décalage horaire avec Bali, donc je dormais pas. Tu vois, j'attendais minuit pour Ouais. appeler parce qu'il m'avait appelé à 18h, puis il répondait pas. Enfin, donc j'ai niqué toutes mes nuits. J'ai commencé à prendre des anxiolytiques. Ça m'a mis dans une espèce de dépression et j'arrivais plus à gérer ma psychologie. Quoi, ça m'était jamais arrivé. Mais j'ai vraiment à Bali, j'ai pété un câble. Mais, genre, enfin, jusqu'à un point où je me disais c'est pas possible, faut que ça s'arrête. J'ai même compris les gens qui mettent fin à leur vie en fait parce que mon cerveau fonctionnait plus. J'arrivais plus à me dire c'est pas grave, à relativiser, enfin tous les trucs de sens. Ouais. Moi j'étais en mode on est en panique, on n'a plus d'argent, on est au bout du monde, alors que dans les faits, tu vois, enfin on a des parents qui, enfin s'il fallait, on aurait eu de l'aide. C'était pas rationnel. Mais en tout cas je me suis effondré psychologiquement, c'est vraiment le mot. Et c'était un vrai cadeau, mais ça je le sais que maintenant parce que je me suis reconstruit à Bali. On est resté 3 mois au lieu d'un finalement. J'ai été voir tous les guérisseurs et les chamans du coin à Ubud. J'ai fait plein de yoga. J'ai appris à revenir en fait à l'intérieur de moi et à retrouver un espace de sécurité intérieure. Et de me dire en fait, si je veux développer mon business, j'ai besoin d'être bien à l'intérieur de moi et pas juste dépendre des circonstances extérieures. Hmm. Donc j'ai fait ce chemin-là et c'est ça que j'essaye de traduire dans ce livre aussi. Et je pense que c'est ça qui touche les gens, c'est qu'il y a un chemin aussi de reconstruction et en fait, voilà, pas besoin d'énormément pour vivre bien. Ça, c'est un premier enseignement quand même à Bali, en Inde, avec 500 balles par mois, t'es le roi du monde, donc ça détend un peu l'atmosphère. Et aussi, ben, quand on est bien à l'intérieur, le monde en face de nous, il donne de l'abondance. J'ai pu relancer des trucs en ligne, etc. une fois que j'ai été mieux. Mais quand on est en panique, quand on n'est pas bien, il faut juste fermer sa gueule et se guérir. Hein. Faut pas se vouloir se battre contre sa propre psychologie, je pense. Donc j'ai beaucoup appris sur moi. Je te cache pas que ça a été vraiment difficile. J'ai dû faire un sevrage de ces anxiolytiques. Là, c'était du Xanax. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une émission sur Netflix maintenant où ils mettent vraiment ça en avant. C'est vraiment une crasse dans le sens que au début, ça calme les angoisses, mais ça crée une dépendance. Hmm. Et en plus, ça installe une dépression. Donc, c'est vraiment, c'est bien, je crois, à faire de manière très temporaire s'il y a une crise, mais surtout pas sur la durée, quoi. Voilà, petite anecdote pour ceux qui ont déjà touché à ce genre de molécules. Et puis surtout, moi, j'ai pris ça comme un échec parce qu'en tant que coach, ben, je veux aussi montrer que je suis capable de gérer mes émotions, d'être positif, machin.
Et là, ma psychologie me permettait plus d'être un bon coach en fait. Donc pendant 6 mois, j'étais un peu en mode à l'arrêt, je me suis reconstruit et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça me donne des meilleurs outils pour accompagner nos clients aussi. Je le vois, je suis plus en lien avec leur détresse quand ils sont en crise. Je comprends ce qu'ils traversent et on traverse ensemble et aller chercher vraiment un espace d'équilibre entre la joie de vivre et la joie de développer une entreprise qui a de l'incertitude parce que tous les business vont avec de l'incertitude et donc de la peur. Et donc là, il y a ma caméra qui fait des trucs bizarres. En tout cas, voilà, c'est vraiment trouver cet équilibre entre les deux. Parce que je pense que dans le monde du coaching, on a trop tendance à dire voilà, on va faire 1 million, on va propulser, on va ci, on va ça, tout de moon, tout le monde. Mais il faut que la psychologie suive. Et donc beaucoup de gens sont en détresse parce que soit ils n'y arrivent pas, soit ils se crament. Donc trouver un équilibre où on gagne suffisamment et on profite de la vie, ça Ouais. a beaucoup plus de valeur à mon sens, quoi. Donc là, la question entre est-ce que je scale mon business à je ne sais quoi, à je trouve mon niveau de stabilité où moi j'ai ma sérénité, j'ai ma sécurité, où je suis bien en fait, je suis dans ma maîtrise. Pour toi, c'est ce qui compte le plus. Oui, oui, et c'est vrai aussi bien pour un business à 10 millions qu'un business à 100 000. C'est pas une Bien sûr. question de niveau, c'est de trouver l'endroit. Et ça, on est tous différents par rapport à ça, donc c'est bien de Ouais. tester. Où il y a des gens, par exemple, qui sont très à l'aise d'avoir une équipe de 10 personnes, de la gérer, et il faut rentrer X millions, quoi, pour pouvoir bien payer tout le monde. Et ils trouvent un équilibre là-dedans. Euh, mais pas pour d'autres, il y a un palier peut-être à 300 000 par an qui est un peu le modèle, voilà, où on vit bien et tout, mais on n'est pas en mode non plus scaling où il faut des milliers de clients ou bien vendre des trucs à 20 000 balles à tout le monde. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver et c'est très personnel, quoi. Donc moi je suis attentif en tout cas pour moi-même et pour nos clients à pas vendre le fait qu'il faut toujours faire plus, Ouais. mais mais en fait se sentir bien et être bien dans ce qu'on fait parce que regarde, si tu as un business à 100 000 et que tu es seul, si tu gagnes 8-10 000 par mois et que tu te payes 4-5 000, tu vois, au dehors de tes frais, ben, il y a moyen d'avoir une super chouette vie avec 5 Ah 000 oui, euros bien net sûr. dans ta poche. C'était très bien, tu vois. T'es pas obligé de faire 1 million pour être bien dans ton business. Mais parfois, on te vend que pour être un vrai entrepreneur, il faut viser la lune, il faut aller chercher énormément. Mais ça génère parfois plus de détresse et de peur et de manque d'ailleurs, parce que tu peux avoir un business à 1 million avec 900 000 de charges, hein. Tu vois, Bien donc sûr. et ça te génère beaucoup plus d'emmerde que de faire 100 000 sans frais. Donc ouais, faut vraiment trouver cet endroit où c'est juste pour toi, quoi. Et justement, cet endroit, cet équilibre, toi, j'entends que tu l'as du coup trouvé un petit peu dans la détresse, en étant tombé, on va dire, en Je l'ai pas dépression. trouvé dans la, Non? enfin, je l'ai pas trouvé dans la détresse. En tout cas, ça m'a permis de toucher à deux espaces. J'étais dans un moment où j'étais très en lien avec, je veux scaler, je Ouais. veux faire plus d'1 million, hein, c'est un peu le rêve de plein d'entrepreneurs et c'est ok, hein, c'est un beau target. Je veux dire, je suis sûr que je le ferai un jour. D'ailleurs, j'ai déjà fait plusieurs millions, mais sur 10 ans, tu vois, pas en un an. Ouais, ouais. Et c'est déjà génial en fait de se dire ouais, j'ai généré des millions d'euros sur Internet. Bon, ok, ça m'a mis 9 ans, mais c'est cool aussi, tu vois. Et juste être en lien avec. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai testé enfin, j'ai vécu le côté je veux scaler et je sais que ça m'a pas convenu parce que je suis sorti de mon ADN. Ouais. C'est-à-dire que j'ai mis des closers en place à un moment, j'ai fait plein de trucs pour vendre plus et ça vendait plus, mais en même temps, moi, j'étais moins en lien avec les clients, j'étais moins dans ma performance, j'étais trop dans le marketing alors que moi, fondamentalement, je suis un communicant et un bon coach, tu vois, je suis pas un marketeur, quoi. Et donc, j'étais plus au bon endroit, donc j'étais moins heureux. J'étais beaucoup plus stressé. On devait sortir beaucoup d'argent en publicité, ça me générait beaucoup de stress. Ouais. Je devais payer 5-6 personnes, ça me générait beaucoup de stress. Et au final, je gagnais moins bien ma vie. Et puis j'ai touché la crise à Bali où là j'étais juste tout seul avec ma femme. On avait viré tout le monde. On s'est retrouvé tout seul à gérer. Et là j'étais débordé parce qu'on devait faire de l'admin aussi. Et moi je veux pas, tu vois, je peux plus faire de l'admin, quoi. Or, maintenant, on a un équilibre avec, on est quatre. Voilà, il y a Sandrine et moi, il y a Lucie qui travaille en admin, il y a Manon qui travaille sur toute la gestion de notre communauté. Et là, on est bien, quoi. On n'a pas besoin là de 3 personnes en plus et j'ai pas envie d'avoir 2 personnes en moins. Et donc ça, c'est un équilibre qui moi me convient, mais il y a d'autres entrepreneurs qui vont dire ah non, moi il me faut une équipe de vendeurs, ah non, moi il me faut ceci, il me faut cela. Donc chacun est différent, mais c'est important de tester peut-être à quel endroit on veut se trouver Hmm. et d'être ok avec le fait que c'est très bien en fait de faire suffisamment de profit pour bien vivre sans d'office être en croissance permanente. Bien sûr. Bien sûr. C'est un très bon point que tu amènes là. Et du coup, si j'entends bien, t'as gardé la partie, en gros, t'as gardé toute la partie activité, t'as délégué ce que toi, tu ne souhaitais plus faire en fin de compte. Euh, Exactement. Ouais. ouais.
Ouais. Et aussi, là, début d'année 2023, j'aime bien à chaque fois, début d'année, de se reposer des questions fondamentales qui est ben, dans quelle zone je suis vraiment dans mon excellence, où je m'amuse. Hmm. Juste, bah, moi, c'est mon mot-clé pour cette année, c'est remettre de la joie parce que bah, déjà le climat est un peu dépressiogène, je trouve, hein, au niveau mondial, là, c'est quand même un peu flippant. C'est pas ouf, Donc, ouais. être vraiment au clair avec qu'est-ce qui me met en joie, quoi. Et je sais que moi, ce qui me met en joie, c'est de travailler avec des entrepreneurs qui sont déjà bien avancés. Donc, des gens qui ont des business. Là, ici, je suis en train de coacher deux gars qui ont monté une boîte d'immobilier et je kiffe. Tu vois, je vais dans leur bureau, on trouve des solutions ensemble, je les coach. Ça me fait kiffer. Or, pendant plusieurs temps, j'ai plus fait de coaching, comment dire, à haute valeur ajoutée parce que je voulais me concentrer sur le web marketing, mais en fait, ça m'essouffle de faire des funnels dans tous les sens et de mesurer des pubs. Voilà. Et puis j'ai essayé de le déléguer et ça s'est pas super bien passé non plus. Donc ici, moi, ce que j'aime, c'est travailler sur des offres, faire de la vente et du coaching. Voilà. Et le reste, je délègue. Donc tout ce qui est gestion sur réseaux sociaux, je veux pas faire ça, c'est Manon. Et tout ce qui est admin, c'est Lucie. Et tout ce qui est coaching psychologique, trop psychologique, c'est chez Sandrine. Ok, cool. Voilà. Ok, c'est bien, c'est bien. Euh, avec du recul, du coup, par rapport à ton voyage, par rapport à ce que vous avez pu vivre sur l'année, les différentes cultures que tu as pu rencontrer, si tu avais un point vraiment qui t'a vraiment marqué, qui est vraiment, tu le gardes vraiment avec toi, ça serait lequel? Hmm. Il y a plusieurs trucs qui me viennent en tête, mais il y a quelque chose qui a vraiment pris de la place dans ma perception, c'est que dans des pays comme la Thaïlande, l'Inde, Bali, oui, un peu partout en fait, hein, dans ces pays-là, les gens, ils se bougent les fesses pour avoir plein de business. Euh, ils- Surtout pas. Alors évidemment, ils sont un peu en mode, ils font tous la même chose, donc ça c'est le problème. Mais il y a personne qui est en mode, j'attends que ça tombe du ciel, quoi. Ils Hmm. sont en mode, je loue des scooters, j'ai un restaurant, je travaille chez mon cousin, j'échange des dollars contre la monnaie locale. Ils ont tous des petites activités et ça bosse dans tous les sens, mais en même temps avec un espèce de mode chill out, c'est-à-dire que ben, il y a des gens, oui, ils travaillent, ils ont leur petit business, mais ils ont pas l'air non plus d'être cramés en burn-out derrière un ordinateur, quoi. Ils sont dans la vraie vie à rendre des services et à faire des sous. Et donc ça m'a marqué d'un point de vue esprit entrepreneurial. Je trouve que dans nos pays, on repose beaucoup sur l'ère industrielle, sur le modèle du salariat, et même quand on est entrepreneur, on est encore en mode beaucoup 9 to 5, à dire voilà, il faut travailler de telle manière, je dois me trouver un bureau. Et donc moi, ça m'a inspiré le fait de dire, tiens, est-ce qu'on peut avoir aussi plusieurs sources de revenus, plusieurs modèles? Et donc moi, ça m'a inspiré à m'intéresser ben, à l'investissement dans le monde des cryptos, Hmm. dans le monde du golf aussi. Là, j'ai envie de lancer des voyages, des retraites de golf avec du coaching business associé. Et donc je sais que ce voyage, ça m'a ouvert à me dire, en fait, il y a moyen de faire plein de trucs, quoi. Il y a moyen de s'éclater à faire plein de trucs. Après, la contrepartie, c'est qu'il faut rester suffisamment focus pour atteindre des résultats, pas trop se disperser. Mais je pense qu'on vit une période où ça va être intéressant pour tout le monde d'ouvrir plusieurs opportunités et de pas tout miser sur un seul modèle, Hmm. quoi. Parce que je vois dans mes clients aussi, il y a des gens qui ont mis beaucoup de focus sur un seul truc et puis à un moment où Facebook change d'une règle ou où les gens sont moins sensibles au sujet, ben, le business peut s'écrouler aussi. Donc voilà, être vraiment très attentifs aux besoins des gens et c'est ça qu'ils font dans les pays touristiques comme la Thaïlande. Là, ils sont très attentifs aux besoins des touristes aussi, hein. Donc ils sont Ouais. très forts pour t'avoir comme client, quoi. Bah, en somme, ce que j'entends, c'est travailler un esprit entrepreneurial. Et je trouve que c'est un peu ça aussi, l'esprit entrepreneurial, c'est pas toujours penser en qu'est-ce que je peux résoudre comme problème, comment est-ce que je peux améliorer une situation, où est-ce qu'il y a des opportunités, c'est aussi Exactement. ça. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui nous écoutent, c'est souvent voilà, le côté entrepreneurial, c'est quelque chose qui peut rebuter souvent pour X ou Y raison, mais en somme, ça reste quand même un gros point et je trouve que on peut vraiment s'éclater. Enfin, moi, je vois ça vraiment comme un jeu. Il y a X Exact. opportunités, on peut développer ça. C'est vraiment un jeu. Il faut juste ça choisir quel CD je mets dans la console aujourd'hui et à quoi je vais jouer. Et ouais, ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, ça m'a fait penser quand tu as parlé justement de Thaïlande et ces pays-là où ils développent des activités et autres.
Il y a un reportage sur Netflix aussi, vu que tu parlais de Netflix avant, mais ça parle que cuisine par contre. C'est les cuisines du monde ou un truc comme ça, non, c'est street food, quelque chose de street food. Ouais, Et, euh, et ça me fait penser à ça, où on voit au Japon ou même en Thaïlande aussi, pays que j'avais aussi fait, que j'avais adoré, mais du coup, on les voit, des personnes de 70 ans avec leur stand, leur roulotte, et tu vois en fait que vraiment ils ont le commerce en eux. Enfin, exactement. tu le sens ça. Hein, je l'ai ressenti au travers de ce reportage, mais aussi sur place, et ça reflète exactement ce que tu as pu dire là. Exactement. Et vraiment, quand tu dis il y a beaucoup de coachs qui nous écoutent, c'est pas pour un coach ou un entrepreneur. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à combiner les deux aspects parce que dans le modèle du commerce, il y a la démarche d'être attentif aux besoins de la personne, à ses difficultés et de lui ouvrir un nouveau champ des possibles, ce qui est aussi le métier du coach. Donc il y a vraiment une belle alliance entre le monde de la vente et du coaching. Qui parfois met mal à l'aise des coachs en disant ouais non mais moi je veux pas être trop vendeur, je veux pas être trop marketeur. Et en même temps, c'est juste de l'écoute empathique du marché, Ouais. et d'être capable d'aller proposer une aide face à un besoin, quoi. Je suis tout à fait en lien. Clairement. La vente, c'est du coaching en prise de décision pour moi. Et alors, il y a quand même, pour moi, c'est le volet qui va avec aussi dans des pays comme l'Inde, le Bhoutan aussi, où on a passé je sais pas si tu connais le Bhoutan, c'est un petit pays entre l'Inde et la Chine, dans l'Himalaya, juste à Je côté du connais pas. Népal, en fait. Et le Bhoutan, c'est le pays, on l'appelle parfois le pays du bonheur, parce que Ah si, t'en parlais dans ton livre aussi, non? ouais, ils mesurent le Ouais. bonheur intérieur brut là-bas plutôt que le produit intérieur brut. Enfin, ils sont vraiment axés bien-être et écologie, etc. Et ce sont des pays où je me suis vraiment rendu compte de l'importance d'une forme de spiritualité. Alors évidemment, là, ça associe aussi à des religions, hein, parce qu'ils sont dans le bouddhisme ou l'hindouisme, etc. Mais je trouve que, enfin, moi, je suis d'éducation très laïque. Et en termes de rituels, de cérémonies de célébration, de cérémonies pour célébrer la vie, il y a plus grand chose, quoi. Enfin, en tout cas, moi, dans mon entourage, on propose jamais de Ouais. vraiment aller célébrer les choses, ou alors il faut être dans une religion ou en franc-maçonnerie ou quoi, où là, il y a des rituels qui se passent, mais à Bali, ils ont une journée pour célébrer les voitures, quoi. Et ils mettent des fleurs sur toutes les voitures en remerciant leur moteur, en disant merci de me conduire là où je veux aller. Enfin, ils sont Ok. vraiment à fond dans la gratitude en permanence, quoi. C'est fou Et je ça. trouve que ça, c'est ce qu'on a voulu reprendre aussi dans nos séminaires, dans nos accompagnements. On fait beaucoup de cérémonies maintenant. On met beaucoup d'accent à ritualiser, à exprimer, à célébrer, à allumer un feu, à venir déposer des intentions. Enfin, tous ces process-là, ils sont tellement importants pour la transformation humaine que on veut les ramener Hmm. au maximum, quoi. C'est vrai que c'est un bon point que tu amènes là. Euh, ouais. Alors, je pensais pas qu'ils allaient jusqu'à. Tu donnes l'exemple de la voiture. Je pense que c'est le plus marquant en termes de reconnaissance. Mais c'est vrai que ouais, je comprends et justement, tu m'apportes ça comme un plateau pour la transition sur la partie spirituelle. Ah bah voilà. Je voulais C'était pas savoir par préparé. rapport à... Voilà. C'était pas préparé, ouais. Je voulais te demander justement par rapport à cette partie-là, comment est-ce que toi aujourd'hui tu l'amènes dans ta dimension entrepreneuriale? Je sais que tu as des cercles d'entrepreneurs que tu développes, peut-être des retraites aussi que vous Ouais. développez avec Sandrine. Comment est-ce que vous l'amenez ça justement? La première réponse que j'ai envie de te donner, c'est qu'on l'amène de la manière la plus naturelle et adaptative possible, parce nous ne sommes pas des enseignants spirituels, nous n'avons pas ni de vocation, ni de compétence à amener une forme de voilà comment c'est la vie ou d'enseignement Ouais, spirituel. On n'a pas, c'est pas notre mission. Par contre, on essaye d'incarner, et c'est avant tout un travail sur nous, le fait que il y a des choses qui nous dépassent, qui sont plus grandes que nous et qu'on peut honorer. Et on peut appeler ça l'univers, on peut appeler ça comme on veut, on peut appeler ça Dieu. Comme je te disais tout à l'heure, moi je suis d'éducation très laïque, donc je suis attentif aussi à ne pas plaquer des croyances auprès des gens. Je pense que chacun doit rester libre de ce qu'il croit. Par contre, moi j'ai vécu tout un temps dans ma vie en croyant que tout ça n'existait pas. Ce qui est une forme de croyance qui est très forte aussi, de dire il y a rien. Et c'est tout aussi con que de dire il y a. Tu vois, c'est c'est tout vrai. aussi fou. Euh, qui suis-je pour savoir qu'il y a rien? Donc j'ai vraiment fait ce travail de me dire ben je suis dans quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi.
je m'ouvre aux synchronicités. Tu parlais de la synchronicité avec Edith Lassia. Moi, j'ai eu la même à un moment donné avec Lilou Massé et Christian Junot. Il y avait une synchronicité assez dingue à 3 niveaux. Donc, c'était un SMS, en même temps un coup de fil et en même temps un livre dans mes mains. Enfin, c'était les 3 d'un coup. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, que ce soit juste un hasard, tu vois, petit à petit, je me suis ouvert à ça, et depuis que je me suis ouvert aux synchronicités, ou aux demandes aussi, hein, certains appellent ça des prières, moi j'appelle ça des intentions, mais depuis que je m'adresse à plus grand que moi et que je demande, ben, les choses viennent autrement, avec des réponses, ou des signes, ou des résultats. Et Hmm. donc, c'est ça, la partie de spiritualité, j'aimerais d'abord moi l'intégrer, et l'incarner, et je suis en chemin par rapport à ça. Sandrine, elle a aussi, elle est naturellement spirituelle entre guillemets, c'est-à-dire elle est très connectée à la nature, elle est très connectée aux éléments, très connectée aux animaux, aux guides. Et donc quand elle guide une cérémonie, tu vois qu'elle est pas toute seule quoi. Elle fait ça, donc elle fait ça plus naturellement que moi. Moi je suis en chemin, j'apprends, et les deux ensemble, on arrive du coup à guider des processus où il se passe beaucoup de magie. Et on s'entoure aussi de gens comme Arnaud Rioux qui est chaman, de gens comme Edith Lassia qui est aussi une femme chamane et très connectée. Donc on s'est fait un cercle d'amis très spirituels aussi qui nous permettent nous de nous ouvrir, d'expérimenter, mais on n'a pas les prétentions d'être des guides spirituels quoi. Des gens comme François Lemay aussi qui à sa manière amène ça. Donc ça répond en partie à la question. Tout ça pour dire qu'on amène de la spiritualité dans nos accompagnements, mais surtout on essaye de l'incarner pour nous-mêmes et de rester ouvert à ce qui est plus grand quoi. Ok, très bien. Ça me parle beaucoup. Moi, c'est un point de nature. Je suis comme toi, ingénieur, et c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu. Du coup, c'est voilà, je suis très cartésien, les chiffres et Bah, à ce Einstein était très côté-là, très spirituel. ouais, c'est vrai, je l'ai découvert, je l'ai découvert. Mais c'est un monde que je découvre aussi cette année, notamment que j'ai pu découvrir grâce à Romain Clamaron avec la retraite où toi, tu as Ah, été génial. intervenant une fois. Ouais, ouais, là t'as bien pu découvrir. C'est une très belle retraite avec Romain. Ah, mais moi, je me suis tombé là-dedans. Je me suis dit, je connais rien. Je vais tout de suite aller là-bas. On va voir ce que c'est. J'ai Ah, c'est vraiment directement cool. fait un saut dedans. Donc, c'était assez intense, assez profond Et et j'ai je découvert pas pense mal de aussi choses. que pour les gens qui sont peut-être en mode plus sceptique ou c'est intéressant de juste de s'ouvrir à la curiosité déjà avant même d'aller croire autre chose. C'est juste d'être curieux. C'est C'est ça. une belle façon de vivre en fait, hein, de se dire bah tiens je ne sais pas tout donc je suis curieux de ce qui est possible. Et je trouve que le chamanisme aussi est une très très belle manière d'ouvrir des portes. Donc tout ce qui est cérémonie avec des médecines aussi, hein, comme bon chacun fait ça à son niveau, mais des médecines du cacao, du tabac ou de l'ayahuasca, ça permet aussi d'ouvrir d'autres perceptions et d'aller explorer par soi-même plutôt que d'écouter des gens en parler. C'est d'aller Hmm. vraiment toucher à ces espaces aussi parfois psychédéliques où on comprend le monde autrement. Et ça c'est quelque chose de très très fort qu'on peut vivre dans des retraites qui pas obligé d'aller au Pérou pour faire ça. Il y a plusieurs intervenants en France, en Belgique, en Suisse qui font des retraites chamaniques d'initiation au chamanisme. Et c'est vraiment une très très belle voie, je trouve. Ok. Du coup, toi, t'en as fait aussi Ouais, moi je en fais. Europe? Ouais. Ouais. Moi, j'adore voyager dans ma psyché. Ok. J'ai souvenir que tu mentionnais une cérémonie du cacao, quelque chose comme ça, sur le L'ayahuasca, Bali ou. j'en ai parlé aussi Ah ouais, ouais. le livre à la fin. Ouais. Très Ok. bon voyage à faire, mais c'est très personnel et c'est Bien interdit. Donc, sûr. voilà. C'est Ouais, c'est chacun, chacun chacun fait fait ce ce qu'il qu'il veut. veut. Ouais, chacun fait ce qu'il veut. Ce ne sont pas des conseils. Non, non. Disclaimer direct. Partage d'expérience, voilà. Exactement, exactement. J'ai envie de te demander un petit peu quelque chose d'un peu plus terre à terre, j'ai envie de dire, c'est par rapport au marketing. Je Ouais. sais que du coup, tu as pu expérimenter beaucoup de choses, tester beaucoup de choses. Euh, j'ai envie de te demander un petit peu quel business model aujourd'hui vous mettez en place ou qu'est-ce qui te correspond le mieux aujourd'hui, toi qui as pu tester du coup bah, plein de formats différents. Oui, tout à fait. Euh, je vais essayer juste d'être vraiment clair là-dessus. Je vais pas énumérer tout ce qu'on a testé. Globalement, moi, j'aime bien expérimenter ce qui a l'air de fonctionner chez d'autres. Ce qui peut être très chouette parce que ça va vite. On modélise un tunnel, on se dit ah, tiens, je vais faire un webinar, etc. Et puis à un moment donné, on peut vite se lasser de ces modèles et il y a une tendance actuellement à remettre en question les modèles classiques du marketing, les lancements orchestrés, les webinaires de vente en se disant ah ça marche plus comme avant. Et c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que les gens se sont un petit peu fatigués du côté ah je vous donne une conférence offerte, formation 100% gratuite et puis on me vend un truc à la fin ou bien prenez un appel et on vend un truc cher en high ticket, etc.
ce sont des modèles qui se sont un peu fatigués, mais ça ne veut pas dire que ça marche plus. Donc pour moi, la première chose que je veux faire en 2023, c'est revenir aux fondamentaux de ce qui fonctionne, parce que ça fonctionne toujours en fait de donner une bonne conférence en ligne et de proposer un produit à la fin. Le processus, il est ancestral. Je donne de la valeur et derrière, je fais une proposition. C'est Bien juste sûr. peut-être moins jouer sur le côté grande promesse et fausse urgence et tout. Donc j'ai envie de vraiment de bien réaligner ça et de revenir. Je vais recréer un webinar en 2023, c'est certain, parce que en 2022, j'ai un peu mis ça de côté et je trouve que c'est quand même quelque chose de très puissant pour donner de la valeur, du contenu, qualifier des leads, Ouais. faire de la vente. Euh, le séminaire en salle, c'est un modèle que j'aime beaucoup, qu'on fait depuis 7 ans. Donc là, on va le faire ici en février, les 4 et 5 à Bruxelles. Là, l'idée, c'est de vivre une expérience forte en salle. Et puis, les gens qui ont envie d'aller plus loin avec nous par la suite, eh bien, ils font appel à nos services. Donc ça, c'est un modèle qui fonctionne bien et qui nous met en joie parce qu'on adore la scène, on adore le spectacle, la musique et tout ça. Et faire vivre des belles expériences. Et puis, le troisième axe, donc le premier, c'est fondamentaux webinar, deuxième, séminaire en salle. Et le troisième, ça va être quelque chose qu'on a mis en place depuis 1 an, qui s'appelle chez nous le village nomade. Et donc on part sur, c'est un peu un premier pas dans le web 3.0, hein, on parle beaucoup de metaverse, etc. C'est vraiment de créer un univers au sein du web. On l'a appelé village nomade parce qu'en même temps, le village, c'est statique, c'est un endroit sur le web. Mais en même temps, il est nomade dans le sens qu'il se déplace vers les gens et les gens se déplacent vers lui. Et l'idée, c'est de rassembler des entrepreneurs à travers un certain nombre d'événements collectifs, donc des cercles de parole, des rituels de clarté en début de mois, des séances de coworking pour bosser ensemble sur les sujets, se mettre deux par deux, créer des collaborations, venir tester aussi un produit au sein du village, etc. Donc on est en train ça fait 1 an qu'on l'a lancé, mais là on va vraiment mettre le focus là-dessus cette année. Ok. Donc ça c'est un business model de business de communauté, quoi. Membership, quoi. C'est du membership d'une communauté, mais qui est pas un groupe Facebook. Ouais. C'est un vrai outil où les gens interagissent. Tu peux voir dans notre outil aussi qui habite près de chez toi. Donc ce qu'on veut, nous, c'est que les gens se voient en vrai à travers la communauté. Ok. Ok. Intéressant. Ça va être notre drapeau, le drapeau du village 2023, quoi. Ok. Intéressant. Euh, Ouais, j'avais déjà vu le village et je m'étais posé la question justement de ce que c'était. J'avais compris que voilà, c'était sous format membership. Mais après, ce qui s'est passé réellement dedans, Ouais, je, on a gardé ça un petit peu en sous-marin pour tester le modèle. ouais, J'avais fait un lancement en début d'année, on avait plusieurs dizaines de personnes dedans, et là on a pris le feedback et on va améliorer toute ouais, la. C'est pas le premier à nous dire que c'est pas hyper clair, tu vois ce qui se passe dedans, donc on va mettre tout ça en lumière ici dans les semaines qui viennent. Ouais. ok, top. Je pense qu'il y a de belles cartes et un beau projet à construire dessus, mais ouais, plus clair, Ouais. je pense que c'est nécessaire. Bon, en tout cas, c'est chouette. Et du coup, juste par curiosité, vous développez ça seul ou vous avez quelqu'un qui vous aide à développer la partie, on va dire, coding et ainsi de suite Nous, on de est parti l'app, quoi. d'un outil existant, Ok, donc on n'a pas vraiment de codage à faire, c'est plus de particulariser à notre manière de voir les choses, et puis il y a tout le marketing en amont, et puis la gestion de la communauté, ça c'est du côté de Manon, Hmm. community manager sur les réseaux sociaux, mais du coup une vraie community manager de notre communauté client, quoi. Donc on fait ça en équipe, on n'a pas besoin de coder. J'ai fait un peu de travail avec des prestataires externes au début pour essayer d'avoir un truc à nous, mais je me suis vite rendu compte que ça allait coûter une fortune pour finalement faire moins bien que ce qui existe Hmm. en clé en main, quoi. Ok, intéressant. Le modèle séminaire que tu évoques, c'est un petit peu le même modèle que un Tony Robbins ou un David Laroche qui fait des séminaires du coup sur une thématique spécifique. Et puis derrière, après, bah, les personnes qui veulent aller plus loin iront plus loin, c'est ça? Oui, ceci dit, on aime moins parce que j'ai assisté à des séminaires où tout est orienté sur la vente de la Ok, suite. ouais, Nous, on veut que les gens, même s'ils achètent rien, ils aient vécu un des meilleurs week-ends de leur vie, quoi. Donc, ok, il y a beaucoup d'expériences vécues dans la tête, dans le cœur et dans le corps, quoi. On fait vraiment les trois. Il y a de la danse, il y a des intervenants extérieurs qui viennent nous challenger. Il y a du spirituel, il y a du mindset, il y a de l'argent. Enfin, c'est une expérience assez complète pour vraiment dire, OK, je veux entreprendre ma vie. C'est-à-dire que je prends ma vie en main, mais aussi que je génère ma richesse, quoi. Donc, quel projet je veux porter. Et on termine avec un désormais célèbre parmi les gens qui sont venus à nos séminaires, en tout cas l'apéro mytho, on l'appelle,
où on termine le séminaire en intégrant et en incarnant le fait qu'on a déjà réalisé notre projet ou notre rêve ou qu'on a déjà fait ce qu'on voulait dans notre business et de pouvoir échanger dans un apéro en parlant comme si c'était fait. Et là, il y a beaucoup de déclics qui se font parce que les gens sentent s'ils sont en train de se bullshiter eux-mêmes ou si ça sonne vrai en fait. Et donc il y a des gens qui viennent me Hmm. voir après en disant putain j'ai fait semblant mais en fait c'est comme si je l'avais déjà fait, je sens que c'est possible et puis un an après ils disent ben voilà je l'ai fait en fait. Donc c'est vraiment très puissant et c'est une expérience très humaine, vraiment sympathique aussi à la belge quoi tu vois. Ok, cool. Intéressant. Faut que je me libère. Ouais ouais, ouais libère-toi, tu vas adorer. Il y aura pas de chantier ce week-end-là. Excellent. Ouais, je te demande parce que j'ai jamais suivi un séminaire de Tony Robbins, mais j'avais écouté toute une interview qui expliquait un petit peu le fonctionnement justement du funnel, parce que c'est un vrai funnel en fait, en fin de compte. Ouais ouais tout à fait ouais. Donc ouais, c'est intéressant. Merci pour ton partage. J'ai envie de te demander un petit peu quelles ont été les embûches les plus challengeantes, les plus compliquées sur la globalité de ton parcours. Si tu avais quelque chose qui te venait maintenant, qu'est-ce que tu aurais envie de me dire? Et déjà la première chose que j'ai envie de te dire et de me dire à moi, c'est que toutes les embûches ont été des opportunités d'ajuster quelque chose dans le business et en fait on n'a jamais été dans la merde donc parce que souvent je suis un peu ça m'arrive de temps en temps de me dire ah là là merde on a toute l'équipe à payer. Si on n'arrive pas à tel lancement qu'est-ce qui va se passer si j'arrive pas à remplir mon mastermind et au final tout se passe toujours bien et même quand il y a du stress on trouve des solutions. Hmm. euh, donc j'ai jamais eu de gros moments en mode à part à Bali là quand comme je t'ai Ouais, expliqué tout à l'heure où là j'avais une embûche qui était que ma psychologie était défaillante. Enfin, je sais pas si. Moi, j'avais jamais compris ça avant. Les gens qui me disaient je suis en burn-out ou je me dis ah ben il est fatigué quoi, tu vois. Ou des gens qui disaient je suis dépressif, tu dis bon ben ça va passer. Faut juste penser positif quoi. Et depuis que j'ai vécu ce truc-là, je me dis en fait il y a vraiment un terrain où la psychologie peut craquer, où on n'est plus capable. Donc ça c'est la plus grosse embûche, c'est clairement cette crise identitaire mais une crise aussi de est-ce que je suis capable, est-ce que je vais arriver à me sortir de là. Je me rappelle que je me suis dit si je reste tout le temps là-dedans en fait je suis fini quoi tu vois. Donc ça c'était la plus grosse embûche. Bah, ça a duré qu'un mois au final hein, on s'en sort toujours hein. c'est déjà suffisant. Et c'est important, moi j'aime bien François Lemay, je sais pas si tu connais François, Ouais, ouais. québécois qui travaille autour de la pleine conscience, vraiment un mec extraordinaire, c'est un bon ami. Et j'ai été voir sa conférence à Bruxelles où il rappelle ce truc que j'ai entendu au Bhoutan aussi des bouddhistes, qui est que tout change, hein, tout est changement. L'impermanence, c'est vraiment la loi numéro un du bouddhisme, l'impermanence. Donc tout change. Et même donc quand ça va pas du tout, ça va changer. À un moment, ça va aller. Mais quand tout va bien, ça va changer. À un moment, tu vas avoir des problèmes, tu vois. Et ça fait partie de ces cycles de vie. Donc, pour répondre à ta question, la plus grosse embûche, c'était probablement celle-là. Et alors, une embûche que j'ai eue au tout début, quand je me suis lancé, c'est que j'ai voulu créer un produit génial et parfait, où j'ai mis énormément d'énergie. J'ai trouvé un Américain, j'en parle dans le livre d'ailleurs, avec Tim Clark, qui est un auteur best-seller aux États-Unis, qui a écrit Business Model You, qui est un bouquin qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans toutes les langues du monde. Ça va avec le business model Canva, mais appliqué à la personne, quoi. Et j'avais été voir ce gars à Budapest. J'ai fait son atelier, j'ai réussi à le convaincre en lui offrant quelques bières le soir de me prendre comme partenaire francophone. J'ai enregistré toute la formation en français. J'ai appris tout le web marketing pour arriver à marketer son truc. Donc au final, j'ai appris plein de trucs, hein. Mais je crois que j'ai bossé comme un dingue pendant un an et j'ai fait un lancement orchestré. J'avais acheté toutes les formations, les David J, tous les trucs de vidéo. J'avais mon fond vert, mes lampes. Enfin, j'avais investi beaucoup, quoi, tu vois. Et au Ouais. final, j'ai vendu, je crois, pour 3000 balles en tout. Mais c'était horrible parce que j'avais bossé comme un fou pour que tout soit prêt. Et lui était censé m'envoyer du trafic, mais en fait, lui, il avait un public américain, quoi, qui ont pas Ouais, besoin bah ouais. de français. Enfin, c'était une espèce d'erreur de débutant et en même temps, ben, je suis content après coup. Je me dis, ben, ça m'a vraiment mis sur les rails. J'ai compris la formation en ligne. J'ai pu travailler avec Lilou Massé derrière. Enfin, il s'est passé plein de trucs bien. Mais ça a été une embûche parce que je me suis dit, putain, j'ai investi peut-être toutes mes économies dans des formations, dans du matériel et tout.
et j'ai peut-être dépensé 12 000, j'ai travaillé un an et je ramène 3 000, il y a un problème, quoi. Ouais, je comprends. Bon, après, on a fait des webinaires, J'entreprends ma vie, où on a rentré 80 000 euros en une semaine, donc on a réussi à rattraper la sauce derrière, tu vois, parce qu'on avait appris. Mais donc Justement, les embûches permettent aussi de dire, tiens, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Là, je vends du Tim Clark, je vends pas du Nicolas Devic. Donc, à l'époque, Martin Latulippe, qui était mon coach, m'avait dit, non, mais Nico, arrête de vendre des trucs de Lilou et de Tim Clark et machin. Fais du Nicolas Devic, quoi. On s'en fout t'es pas un marketeur des autres, quoi. Et donc, voilà, on a appris petit à petit. Mais ça a été difficile au début, quoi. Parce que je me suis vraiment dit, putain, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à vivre de ça? Surtout qu'on n'avait plus notre job et tout. Donc, ça a été un peu chaud, hmm, quoi. ouais, je comprends. Je comprends. Mais au final, ça, c'est une bonne leçon pour montrer que tout ce qui nous arrive, ça nous sert par la suite, quoi. Ouais, 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 mais ça c'est clair, c'est clair. Mais après, dans le moment, on n'y pense pas. On se dit, je Ouais, suis c'est clair. un loser, ça marche pas, c'est de la merde. On, on a beau te dire, trouve 50 choses positives pour, tu te dis, vas-y, c'est bon. Ouais, ta gueule, j'ai juste foiré, quoi. Non, mais c'est important. Mais souvent, on voit ça après, effectivement. C'est comme tous Ouais, les gens, quasi tous ceux qui ont fait un burn-out, ils disent après, ça a été un cadeau, mais dans le moment, c'est horrible, quoi. Donc, il faut arriver à dépasser les épreuves pour les regarder en arrière et se dire, bon, ben, c'était un obstacle et je l'ai traversé, quoi. hmm. J'ai envie de te demander qui, justement, t'as mentionné pas mal de personnes, mais qui a été profondément une source d'influence et d'inspiration pour toi dans ton parcours? Ouais, bah, clairement, Martin, ça a été une révélation pour moi parce que c'était presque un modèle de père ou de grand frère parce que en fait, je l'ai connu à un moment où il était un peu moins célèbre, lui. Ouais, Je m'étais inscrit via un affilié, il y avait un truc à Marbella avec Martin et c'était un petit groupe, quoi. Je crois qu'on était 15 et ça a tout de suite bien matché entre nous. Du coup, il m'a dit le soir, tiens, viens, on va bouffer juste à nous trois avec ta femme. Donc on s'était fait une petite bouffe. Bon après il y a des gens qui nous ont rejoints, mais c'est pas grave. Et on est devenus assez proches. Et tout de suite il a cru en moi. Tu vois, enfin j'ai vu dans son regard que je pouvais cartonner. C'est comme si j'attendais parce que mes parents ils comprenaient pas beaucoup pourquoi je quittais hmm, mon job d'ingénieur. Tu vois, je gagnais bien ma vie, j'étais dans des belles boîtes. Donc au niveau familial ils comprenaient pas du tout ce que je faisais. Ma femme elle me soutenait, mais je l'embarquais. C'est moi qui tirais un peu. Et je l'embarquais avec moi, quoi, tu vois, elle savait pas trop vers où on allait non plus. Et Martin, j'ai vu un mec qui a décrit un business model et qui m'a vraiment fait sentir capable d'y arriver, quoi. Et donc ça, c'était un gros déclic. Après, on est devenu partenaire, on est devenu amis. Il est venu sur notre scène, j'ai été plusieurs fois sur sa scène, et c'est quelqu'un qui continue à m'inspirer énormément. Mais c'est une autre relation qu'au début, qui était vraiment une relation de coach-mentor. ouais. Aujourd'hui, ça reste une référence pour moi, pour ceux qui veulent apprendre à se développer sur le web et en tant qu'influenceur, quoi. Et sinon, après, il y a des gens extraordinaires sur notre route. J'en ai mentionné plusieurs, mais qui ont été plutôt des guides spirituels entre guillemets. Ouais. Edith Lassia, comme Arnaud Rioux, comme Marc de la Ménardière, qui a créé le film En quête de sens. Euh, des gens comme Christian Junot dans la relation à l'argent. Enfin, des gens qui sont devenus des amis proches et qui sont extraordinaires en fait. Là, on a Thierry Janssen qui vient sur notre scène. Je sais pas si tu connais Thierry Janssen. Il a écrit plusieurs Non. bouquins sur la guérison et la libération de l'âme, etc. C'est un homme assez incroyable qui est plusieurs best-seller plusieurs fois. Et voilà, on a sympathisé parce que c'est un ami d'Arnaud Rioux, donc on l'a rencontré. Là, il vient sur notre scène, là, J'entreprends ma vie. Et donc, on fonctionne beaucoup comme ça, à s'entourer de gens inspirants et beaucoup apprendre, quoi. Moi, j'essaie, en général, avec des gens comme ça aussi, j'écoute beaucoup. J'essaie de pas trop faire le malin, tu vois. Mais après, j'essaie d'intégrer ça dans mon ADN et puis de pouvoir le proposer à ma manière à nos clients en faisant mon propre chemin. Je pense que c'est une bonne attitude en tant que coach de continuer à s'inspirer de gens qui ont fait plus de chemin encore, quoi. Ouais. Ouais. Merci pour ton partage. Une bonne façon de faire, comme tu peux le mentionner. Et moi, c'est aussi quelque chose que bah, je suis un peu dans la même démarche que toi. Mm. Et je pense que bah, pour ceux qui nous écoutent aussi, juste de se poser la question, enfin, tiens, il y a telle personne, même si elle paraît un peu inaccessible, dire comment est-ce que je peux faire pour rentrer en lien? Est-ce que je peux, sans aller en mode excusez-moi, est-ce qu'on peut faire une photo ensemble, juste dire ah voilà, j'adore ce que vous faites,
Est-ce qu'on pourrait enregistrer une petite interview pour ma communauté, même si on n'a pas grand monde, juste créer du lien. J'ai toujours fait ça, même quand on n'avait personne dans nos listes. Je faisais des vidéos avec des gens qui avaient des audiences et du coup, on s'inspire, mais aussi ça permet d'aller vers le monde extérieur avec de l'inspiration qui vient pas juste de soi, mais des autres. C'est un cercle vertueux, quoi. Faut vraiment Ouais, oser aller vers les gens qui vous inspirent. ouais, clairement. Et ce podcast en est un très très bon exemple. Bah ouais, voilà, Il a même pas 1 an ce podcast et j'ai fait 70 épisodes, 35 interviews c'est avec des incroyable. personnes, je pensais absolument pas leur parler un jour. Mais vraiment, tu m'avais dit un jour, tu seras pendant 2 heures avec, je sais pas qui te mentionnait maintenant, je sais pas au pif, je sais pas Margot Klein ou Ouais, Lynn voilà. Bart, enfin, je sais pas qui tu veux, mais il y a tellement de personnes, même avec toi, tu vois, Mais c'est très impossible. chouette parce que ce que tu fais, ça permet de toi t'inspirer, de toi aussi amener Ouais, ta vision des choses auprès de ton audience et de créer du lien. Je pense que, tu vois, je parlais tout à l'heure des communautés. C'est par là que ça se passe, hein. C'est bien vraiment créer sûr. un réseau et c'est ancestral. Tu vois, personne pourra dire, ah non, les communautés, ça marche plus. Enfin, ça existe depuis que l'homme est sur Terre, quoi. Il y a des tribus depuis toujours, Voilà, donc c'est un fondamental de notre ADN d'humain, quoi. clairement. Et au-delà, parce que beaucoup de personnes peuvent penser justement, ouais, mais je vais embêter la personne. Non, en fait, si tu vas avec intérêt et que tu as vraiment envie de passer un bon moment avec la personne et pas juste lui enchaîner tes questions, ouais. Bien Parce que sûr. voilà, faut aussi que ça soit un moment agréable et j'espère que ça l'est pour toi. Ah ouais, ouais, Mais, très euh, mais c'est enrichissant pour les deux parties. Et ça, vraiment à prendre en compte. clairement. On arrive un petit peu sur la fin de l'interview qui était très riche et j'ai vraiment apprécié le moment. J'ai envie de te demander si tu avais un livre ou une ressource qui t'aimerais recommander, en tout cas qui a été impactante pour toi. Hmm. Ouais, il y en a plusieurs. Il y a deux livres auxquels je pense. Est-ce que il y en a un que j'ai ici sur la table et un autre. Le premier livre qui est un peu un standard, mais que je trouve vraiment extraordinaire à lire et relire, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Parce qu'il y a vraiment il y a plusieurs choses qui font vraiment sens dans le chemin d'un entrepreneur, hein. Donc il y a ce héros qui part à la recherche de son trésor intérieur et qui se fait voler ses chameaux sur la place, un peu comme je me suis fait voler mon Audi, tu vois, c'est un peu le même bazar où tu te retrouves à poil sans argent pour partir en voyage. Et puis il y a le fait que lui il s'installe dans un magasin pour frotter des cristaux pour les rendre plus brillants. C'est une forme de, ok, au service de quoi? Repère d'opportunité. Je vois qu'il y a tel magasin, il y a pas, il y a du passage, mais ça brille pas. Donc, qu'est-ce que je fais pour rendre service aux propriétaires? Et puis, il y a toute cette démarche entrepreneuriale qui va avec le voyage et le retour à soi, hein. Donc, voilà, vous, ceux qui n'ont pas encore lu le livre, vous verrez comment se déroule l'histoire. Mais je pense que c'est un bon basic à se remettre dans la peau pour se dire, tiens, voilà, c'est quoi ma quête à moi, en fait? Quel est Hmm. mon voyage initiatique? Qu'est-ce que j'ai à vivre? Et quand on lit ce bouquin, on peut le relire. Moi, chaque fois, je me demande, enfin, je dis chaque fois, je l'ai peut-être lu 3 fois, mais en tout cas, c'est quel est maintenant le voyage initiatique que j'ai à faire. Donc, le voyage en famille, ça a été un voyage initiatique, mais probablement que maintenant, quand je réfléchis à ça, je me dis, ben, j'ai envie de me faire 21 jours tout seul, par exemple, c'est un truc que j'ai envie de faire, parce que je suis tout le temps avec ma femme, on bosse à deux, avec mes enfants. J'aimerais Hmm. bien m'offrir un truc, une cabane dans les bois pendant un mois tout seul. Ça, c'est un de mes trips que j'ai envie de faire. Voilà. Donc, posez-vous cette question-là. Et puis, un deuxième livre, moi, qui m'a marqué, qui va avec un défi en ligne. Je sais pas si tu connais ça, 75 Hard. Ah ouais, 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 ouais. Donc ça, c'est un défi assez trash pendant 75 jours, 75 jours pour les amis belges et suisses. Pour Moi, j'adore en fait le sous-titre du livre. Donc c'est A Tactical Guide to Winning the War with Yourself. Donc un guide pratique pour gagner la guerre contre vous-même. Et moi qui suis très dans des énergies yin, bienveillance et tout, ce truc-là, c'est du yang à fond. C'est vraiment gagner la guerre contre la partie de vous qui est en mode j'ai la flemme, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Et donc c'est pendant 75 jours. Il y a une checklist quotidienne je prends une photo de moi le matin torse nu dans la glace, donc déjà pour visualiser à quoi ressemble mon corps maintenant. Je lis 10 pages d'un livre de développement personnel ou business. Je bois 3 litres d'eau par jour. Je fais une séance de sport de 45 minutes en intérieur, une deuxième séance de sport de 45 minutes en extérieur. Et il y a tout bon, c'est assez, C'est chaud, ouais. ouais, 45 et parce que 45 pendant dans la même journée. 2 mois, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça demande en fait de réorganiser tout son agenda. Et si tu loupes un jour, tu redémarres au jour 1.
Ouais, ça, je l'avais entendu, le concept. Et SCCR. le livre est hyper puissant parce que le mec, il s'appelle Andy Frisella. On trouve ça facilement sur le web, hein, sur Amazon. Il y a le défi gratuit, il y a une app gratuite dans le téléphone, donc c'est assez facile. Et le livre, le gars explique comment lui, il s'est mis en mode warrior parce c'était un gros glandeur en fait. Il faisait rien bien de sa vie, il était complètement dépressif, et donc il s'est mis à ce défi-là et ça l'a vraiment fait shifter. Donc voilà, je conseille ce livre aussi pour ceux qui se disent, je suis parfois un peu trop conciliant avec moi-même ou un peu trop attentiste. Bah ça vient changer des habitudes en profondeur, quoi. Hmm. Très bonne référence. J'ai jamais lu le livre ni fait le défi. En tout cas, je connais pas, deux, trois personnes qui le font. Ah, écoute. En tout cas, qui l'ont commencé. C'est ça. Qui l'ont commencé. Moi, j'avoue, j'ai craqué, c'est con, mais j'ai craqué au 69e jour, quoi. Ah Parce que merde. je devais prendre un avion, c'était pendant le Covid, je devais prendre un avion pour aller rejoindre un groupe c'était où? En République dominicaine. Et c'était genre jusqu'à minuit, j'étais sur mes trucs à voir les lois françaises, parce que je devais passer par Paris. Enfin bref, avec le Covid, on pouvait peut-être pas y aller. Et puis j'ai reçu un message comme quoi je pourrais pas prendre l'avion. Et Ouais. pendant 24 heures le lendemain, j'étais en mode dégoûté. Je suis resté dans mon lit en train de râler sur la situation et le Covid et tout. J'ai pas fait mon défi du jour et du coup j'ai dû redémarrer au jour 1 et j'ai pas réussi quoi. Mais je vais le refaire un jour. Voilà. Ok. Excellent. S'il y a des personnes motivées, tag Nico. Nicolas Take a look, my heart ouais, yes. exactement. Chouette. Bah, merci beaucoup pour le partage. Où est-ce qu'on te retrouve? Comment on rentre en contact avec toi? Alors on a un site web où il y a tout ce qu'il faut qui s'appelle j'entreprendmavie.com. Et puis s'il y en a qui ont envie de faire un chemin expérientiel, ben, ça peut être cool de vous retrouver à notre séminaire les 4 et 5 février, je sais pas, indépendamment de à quel moment vous entendez ce podcast. De toute façon, on fait ça chaque année. Et puis nous, on est là toute l'année pour accueillir au sein du village hein, des entrepreneurs qui veulent se créer un écosystème, un écolieu digital pour pouvoir progresser, trouver du feedback, se faire coacher, travailler tous les mois sur leur clarté, avoir un cercle de parole aussi, plus en mode psychologie pour déposer ce qu'il y a à déposer. Donc voilà, c'est un bel environnement. Et donc on peut nous retrouver facilement sur j'entreprendmavie.com. Ok, je mettrai le lien dans la show note de l'épisode et je Cool. mettrai aussi le Instagram, enfin tout ce qui va avec de Bah, façon générale, le starter kit de base. le starter kit, j'entreprends parfait. Exactement. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités, qui est-ce que bah, tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast? Ah, ouais. Quelqu'un... Attends, tac. Hmm. Ah, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Hmm. Ouais, je pense qu'il y a une fille qui pourrait être vraiment cool, qui pourrait pas mal challenger aussi le modèle entrepreneurial. Elle s'appelle Julie Rouvier. C'est une Française qui habite au Québec, qui travaille beaucoup et qui s'adresse plutôt aux femmes et au côté sexy et elle ose vraiment là sur les réseaux sociaux toute la partie oser dévoiler son corps, oser se montrer, vibrer. Elle a vraiment un message qui est parfois presque choquant aussi par rapport au fait pourquoi les femmes se cachent tout le temps quoi. Mais ok, il y a les femmes en burqa, mais même chez nous, il y a des codes qu'on peut pas dépasser parce qu'on est une femme et parce qu'on a peur de si. Hmm. Et je trouve qu'elle a une vision de l'entrepreneuriat qui est vraiment intéressante pour des gens comme nous, bien cadrés sur les process marketing et tout, parce qu'elle, elle fait tout dans le flow et dans l'organique. Donc, Ok, elle est vraiment en mode, dès qu'elle poste un truc sur Facebook, bam, il y a plein de réactions, elle vend des choses assez facilement sans faire grand-chose en fait. Elle a pas de ouais, tunnel, mais elle a des clients, quoi, tu vois. Donc c'est intéressant. Je pense que tu pourrais lui demander, je pourrais vous mettre en relation. C'est une très chouette ok, fille. chouette. Bah, j'irai voir, je la connais pas, mais j'adore voir aussi des personnes comme ça qui cassent les codes. J'en connais deux, trois dans mon environnement et c'est vrai que souvent tu dis, ok, Là, j'ai comment été ça chercher marche ça? aussi quelqu'un qui peut challenger un peu, tu vois, ton audience par rapport au modèle business. Après, il y a d'autres gens, des gens comme Christian Junot, serait extraordinaire, Il est Martin passé Lemay. cette semaine. Ah oui, cool, Il est excellent. sorti lundi. François Lemay aussi, hein, vraiment génial. Donc, ouais, il y a plein de gens tu vois, que je pourrais te recommander, mais Julie, elle peut t'amener autre chose, je pense. Ok, excellent. Bah, merci beaucoup. J'irai contacter Julie et puis si j'arrive pas à rentrer en contact, je te le dirai. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir cet échange Bah, merci très à toi. riche, un beau parcours, très reconnaissant. Donc, merci beaucoup pour ton temps et
aux personnes qui nous écoutent jusqu'ici. Sur ce, on se dit à la prochaine et au prochain épisode. Merci à toi, Ludovic, et merci à tous. Ciao. Ciao.